Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de Présidentielle 360. Voici les titres. Premier débat ce soir entre 5 candidats à l'élection présidentielle. Benoît Hamon, François Fillon, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen auront près de 3 heures pour s'affronter et présenter leur projet. Une grande première qui sera l'objet de notre débat dans un instant. Avant de se retrouver ce soir, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon ont mobilisé leurs troupes ce week-end. Un duel à distance avec en ligne de mire le leadership à gauche au risque de disparaître du second tour de la présidentielle. Il ne sera pas sur le plateau du débat de ce soir, mais est lui aussi candidat à la présidentielle. François Asselineau est notre invité aujourd'hui dans Présidentielle 360. Candidat surprise de cette élection, il répondra aux questions de Saveria Rojek. Et vous pouvez réagir tout au long de cette édition sur Twitter avec le hashtag Présidentielle 360. Avant de développer les titres, nous partons tout de suite rue de Solferino rejoindre Oriane Mancini puisqu'un bureau national extraordinaire du Parti socialiste s'ouvre à l'instant avec un invité exceptionnel, Bernard Cazeneuve, le Premier ministre. Oriane. Oui, Jérôme, Bernard Cazeneuve qui n'est pas encore arrivé ici au siège du Parti socialiste à Solferino pour ce bureau national qui va se tenir à huis clos. Extraordinaire ce bureau national, vous l'avez dit, de par bien sûr la présence du Premier ministre, mais aussi de membres du gouvernement. On a vu passer Juliette Méadel, Alain Vidali ou encore Najat Vallaud-Belkacem qui vient tout juste d'arriver ici à Solferino. On attend aussi des présidents de régions et de départements et puis plus traditionnels, les présidents des groupes socialistes au Parlement sont également là, Olivier Faure et Didier Guillaume, arrivés sans dire un mot ici à Solferino. Alors l'objectif de ce bureau national extraordinaire, nous dit-on ici à Solferino, c'est de capitaliser sur la réussite du meeting de Benoît Hamon hier à Bercy. Un meeting réussi aussi bien au niveau de la mobilisation, puisque cette salle de Bercy était archi-comble, que du fond du discours. Benoît Hamon qui a remobilisé la gauche. Benoît Hamon qui a également tendu hier à Bercy la main à la partie socialiste, la partie du gouvernement, puisqu'il a fait ovationner François Hollande, Bernard Cazeneuve ou encore Jean-Yves Le Drian, car Benoît Hamon, il le sait, ce soutien de cette partie des socialistes ne lui est pas acquis. Nombreux d'entre eux sont réticents à soutenir celui qui a critiqué le gouvernement, lui le frondeur, celui qui a du mal à défendre et à endosser le bilan du quinquennat. Benoît Hamon va donc devoir multiplier les signes envers cette partie du Parti socialiste pour éviter qu'il ne se tourne vers Emmanuel Macron, pour éviter aussi l'explosion du Parti socialiste. L'objectif de ce bureau national, il est aussi là, ressouder les troupes autour de Benoît Hamon, montrer l'unité du Parti socialiste uni derrière son candidat Benoît Hamon. Merci Oriane, et vous venez de l'évoquer, le vainqueur de la primaire, Benoît Hamon, qui réunissait hier ses partisans à Bercy. Mobilisation massive pour tenter de relancer sa campagne. Julie Hulin et Stéphane Amalian étaient pour nous sur place. Pour son plus grand meeting de campagne, Benoît Hamon a voulu frapper fort. Des milliers de militants venus de toute la France, écrans géants, groupes de musique drapeau, une salle comble chauffée à blanc par de précieux soutiens, de Christiane Taubira à Najat Vallaud-Belkacem, en passant par Yannick Jadot. C'est un tournant évident, c'est surtout le débat qui commence, c'est ça l'essentiel. Plus de 50% des Français n'ont pas fait leur choix. Et donc voilà, maintenant, nous sommes là au moment où il faut être là. Tout commence aujourd'hui. Dans la salle, plus de 25 000 personnes selon l'organisation. Sur scène, un Benoît Hamon qui déclame un discours très marqué à gauche, enrichi de nombreuses références historiques. Parfois lyriques, parfois très virulents, dénonçant sans les nommer François Fillon et Emmanuel Macron. Le parti de l'argent a trop de candidats dans cette élection. Ce parti de l'argent a plusieurs noms, plusieurs visages. Il a même plusieurs partis. Moment fort de son discours, son attaque contre la clause Molière qui oblige les ouvriers à parler français sur les chantiers. Quelle clause tartuffe que cette clause Molière, inventée par la droite. Mais comment aurait-on reconstruit la France sans les Polonais, sans les Portugais, sans les Italiens, sans les Espagnols, sans les Marocains, sans les Algériens, sans les Sénégalais? Comment? Tartuffe que vous êtes!
Là, on a vraiment senti un véritable espoir que Benoît Hamon est en train de porter pour nous tous. C'est un candidat qui est vraiment a un esprit rassembleur, a envie de tous nous réunir. Un succès. Le Parti socialiste n'est pas mort. Pas mort, mais toujours divisé. Une salle comble suffira-t-elle à le faire oublier? Autre candidat de gauche, autre mobilisation, Jean-Luc Mélenchon a rempli samedi la place de la République à Paris. Une démonstration de force pour le candidat de la France insoumise qui rêve d'une 6e République, Céline Martel et Valérie Brochard. Lorsqu'il retrouve ses soutiens place de la Bastille samedi après-midi, Jean-Luc Mélenchon sait déjà qu'il a réussi son pari. Faire de sa grande marche pour une 6e République le plus grand rassemblement de la campagne présidentielle. Ceci est une manifestation politique, une insurrection citoyenne contre la monarchie présidentielle. Plus de 130 000 personnes ont répondu à son appel, selon les organisateurs. Arrivé place de la République, Jean-Luc Mélenchon détaille pendant plus d'une heure son projet de nouvelle République. En convoquant une assemblée pour écrire cette constitution, nous utilisons une méthode qui, de fait, met fin au règne des hommes et des femmes providentiels, des comités d'experts de toutes sortes qui sans cesse se substituent à l'intelligence collective. À plusieurs reprises, Jean-Luc Mélenchon s'en prend sans les nommer à Marine Le Pen, François Fillon et Emmanuel Macron. Si tant de gens se sont rassemblés aujourd'hui, c'est qu'ils savent combien l'heure est grave pour leur pays. Entre l'extrême droite qui voudrait la nation ethnique et les serviteurs de l'argent roi. Avec cette démonstration de force, ses soutiens espèrent faire mentir les sondages qui donnent le candidat de la France insoumise en 5e position. J'espère qu'on fera aussi bien que 2012, même mieux, et puis que ça sera un déclic aussi pour des gens qui n'entendent pas ce qui se passe. C'est vrai qu'on a envie de montrer que peut-être la dynamique est différente et que c'est pas tout à fait dans les sondages qu'on le voit. C'est la première étape de l'opération reconquête du candidat de la gauche radicale. Après le débat télévisé de ce soir sur TF1, Jean-Luc Mélenchon multipliera les réunions publiques sur l'ensemble du territoire. 3 heures de débat à 5 pour une première historique. Les 5 candidats à la présidentielle les mieux placés dans les sondages s'affrontent ce soir sur TF1. Comment cela va-t-il se dérouler? Les explications de Marie Brémaud. Voici les premières images du plateau dévoilées par la patronne de l'information de TF1, Catherine Nel. Un plateau circulaire censé favoriser les échanges entre les 5 candidats présents ce soir, car au-dessus des 10% d'intention de vote dans les sondages. Plus de 2h30 de débat en perspective organisés autour de 3 thématiques. Les questions sociétales telles que l'éducation, la sécurité ou l'écologie, les questions économiques et enfin internationales. Chaque postulant à l'Élysée aura 1 minute 30 pour présenter son projet et répondre à cette question. Quel président voulez-vous être? Ils disposeront de la même durée pour conclure. L'ordre de passage a été déterminé par tirage au sort. Sur le plateau, 420 personnes, 38 invités par candidat, le reste étant des salariés de TF1. 5 candidats donc, 4 hommes et une femme, ce qui en exclut 6 autres du débat ce soir, désignés comme les petits candidats. Un choix qui a engendré de vives protestations et critiques. Mais le Conseil d'État, saisi par Nicolas Dupont-Aignan, a décidé que cette configuration ne portait pas atteinte au pluralisme. Le président de Debout la France quittait le plateau du 20h samedi soir dernier pour protester encore une fois. Je vous remercie. La stricte égalité des temps de parole ne s'appliquera qu'à partir du 10 avril, date du début de la campagne officielle. Des candidats qui ont chacun des objectifs différents ce soir, s'affirmer, détailler leurs propositions ou conforter leur position. Les enjeux pour les 5 participants vous sont présentés par Audrey Vuetaz. Ce soir, tout peut changer. La campagne présidentielle déjà hors norme peut basculer. 3 des candidats ont tout à gagner. Benoît Hamon, crédité de 12% dans les sondages, va devoir convaincre les électeurs de ne pas voter uniquement par défaut. Le risque, c'est qu'un certain nombre de gens se disent, y compris de gauche, il faut voter utile, il faut faire rempart, il faut voter par défaut. Et à ce moment-là, ils regarderont les sondages, ils verront celui qui est le plus à même de le faire. Donc voilà. Emmanuel Macron à ce stade. Benoît Hamon a 2 forces. Il est galvanisé par son meeting d'hier et très à l'aise lors des débats télévisés. Des atouts qu'il utilisera pour élargir son électorat et se détacher, de fait, de Jean-Luc Mélenchon.
Le candidat de la France insoumise compte jouer sur ses talents d'orateur pour séduire ceux qui hésitent encore entre lui et Benoît Hamon. Il utilisera son temps de parole pour développer et expliquer les mesures de son programme. Le programme et rien que le programme, c'est aussi le credo de François Fillon qui tentera de ne pas céder sur le terrain des affaires. Il y a toute une sorte de confusion, de polémique autour de cette campagne. Donc le plus grand adversaire de François Fillon, c'est ça. C'est les polémiques, c'est la difficulté à faire entendre un message. Pour être audible et inverser la tendance, François Fillon a choisi d'attaquer ce soir le programme économique des autres candidats. Ceux qui ont le plus à perdre, les deux favoris. Marine Le Pen doit soigner sa stature, montrer qu'elle peut être présidente. Elle maîtrise ses dossiers sur le bout des doigts pour afficher une candidature raisonnable et une parole mesurée. Dans son viseur, comme dans celui de tous les autres candidats, Emmanuel Macron. Ce soir, il réalise un baptême du feu périlleux. Novice dans l'exercice du débat, il va devoir en plus esquiver les coups. Donc je crois qu'il n'attaquera pas les autres candidats, il sera attaqué, il ripostera, mais il aura à cœur de parler aux Français qui l'écouteront ce soir. Objectif, renforcer les convictions de son électorat particulièrement volatile. Ce soir, il n'a pas le droit à l'erreur. L'affrontement des 5 candidats, c'est l'objet de notre premier débat de Présidentielle 360. Et pour parler de cette grande première, j'accueille sur le plateau mes invités. Denis Jambard, éditorialiste politique et écrivain, bonsoir. Bonsoir. Christian Delporte, politologue et historien, spécialiste de l'image et de la communication, bonsoir. Bonsoir. Christelle Bertrand, journaliste politique au Parisien, bienvenue sur le plateau. Merci. Et enfin, Stéphane Zumsteg, directeur du département opinion politique d'Ipsos. Bonsoir. Bonsoir. Alors, déjà, ce débat, Monsieur Jambard, Denis Jambard, c'est du jamais vu. C'est la première fois que des candidats à la présidentielle débattent à 5 avant le premier tour. Oui, parce qu'il y a déjà eu des débats entre les deux tours qu'on a souvent qualifiés de décisifs, mais quand vous regardez, je parle sous le contrôle des sondeurs, quand vous regardez l'histoire des présidentielles, les débats en fait n'ont jamais été décisifs. La présidentielle était en général jouée avant, inscrite dans les chiffres. Mais là, je crois qu'on est dans une configuration complètement différente, en effet, avec une très grande incertitude qui est liée d'abord à un taux d'abstention pour le moment record, en tout cas jamais on a vu à 5 semaines d'une présidentielle un tel taux de gens qui ont l'intention de s'abstenir. Donc il y a possibilité de dégeler un électorat. Et la deuxième chose, c'est que la détermination des électeurs, ceux qui disent qu'ils vont se prononcer, n'est pas encore complètement acquise. Et donc il y a là sans doute des possibilités pour les différents candidats, les 5 grands candidats comme on les appelle, de faire bouger les lignes avant le premier tour. Stéphane Zumsteg, c'est donc l'indécision de l'électorat qui finalement fait l'intérêt de ces débats ? Oui, il y a ça. Évidemment, Denis Jambard vient de le dire, on est dans une campagne électorale extrêmement atypique. Jusqu'à présent, les débats n'avaient pas permis, lors des précédents scrutins, de faire bouger les lignes. Malgré tout, il y a une nouveauté, c'est tous les débats auxquels on a pu assister durant la primaire de la droite et du centre et la primaire de la gauche. Et là, on a vu, pour le coup, que François Fillon, comme Benoît Hamon, avaient pu tirer leur épingle du jeu et devaient une partie, en tout cas, de leur victoire à ces débats. Donc peut-être que dans cette nouvelle séquence électorale, les débats présidentiels, cette fois-ci, pourront jouer un rôle. En tout cas, c'est ce qu'espèrent un certain nombre de candidats, notamment, je crois, les plus mal placés. Christelle Bertrand, effectivement, les débats des primaires, c'est là que tout s'est focalisé. Quelqu'un comme François Fillon, que vous suivez particulièrement, il doit beaucoup miser ce soir sur ce débat ? Oui, même s'il n'est pas tout à fait dans la même situation que lors du débat de la primaire de la droite, où il manquait un peu, le public ne connaissait pas très bien son programme, il était un peu plus méconnu, il a été moins présent dans cette campagne que ne l'étaient les deux favoris, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Là, au contraire, son problème, c'est peut-être qu'il est... fait un peu trop l'actualité ces derniers jours, donc la logique sera un petit peu différente, mais c'est vrai que ces débats sont plus importants peut-être qu'ils ne l'ont jamais été lors d'une présidentielle, parce que on a le sentiment que les électeurs s'intéressent de moins en moins au programme, puisqu'ils se rendent compte que lorsqu'ils votent pour quelqu'un, ce président ne respecte pas forcément le programme qu'il a énoncé pendant la campagne, et ils attendent de voir les personnalités
des candidats et la manière dont ils s'expriment, dont ils vont défendre leurs idées. Et on voit effectivement que lors du débat de la primaire de la droite, François Fillon émerge et la même chose à gauche, Benoît Hamon, que l'on n'attendait pas, émerge. Donc effectivement, ce soir, tout est ouvert, tout est possible. Et effectivement, certains candidats, dont Benoît Hamon, à mon avis, plus que François Fillon, espèrent beaucoup de ce débat. Christian Delporte, pour leur stratégie de communication, c'est important, savoir se faire connaître finalement du grand public qui n'a pas forcément suivi des primaires qui étaient dans certains partis seulement? Oui, l'un des grands enjeux de ce soir, c'est l'audience. Combien de téléspectateurs vont suivre ce débat? Je rappelle que pour le débat Sarkozy-Hollande de l'entre-deux tours, mais l'enjeu était un peu différent, on était à peu près à 18 millions de téléspectateurs. Pour les débats des primaires, au mieux, on était à 8. Donc, combien on peut espérer là? 10, 11 peut-être. Donc ça, c'est d'abord l'enjeu. Il faut savoir également que ce qui se passe à la télévision, c'est beaucoup de paroles et c'est également beaucoup d'images. 80% de ce qui passe à la télévision passe par l'image. Et ce que vont rechercher les candidats, c'est avant tout de la crédibilité. On pense notamment sur cette question de la crédibilité à Emmanuel Macron. Denis Jeanbart, il a besoin de se construire une stature présidentielle, lui qui a finalement le moins d'expérience? C'est surtout la cible de tous les autres candidats. D'une certaine manière, il est en position de figurer au second tour si on suit les sondages actuels. Il a même creusé un véritable écart avec François Fillon qui est en 3e position. Donc il semble acquis, là encore à la lecture des sondages, que Marine Le Pen sera présente de toute façon au second tour, puisque à la fois elle fait la course en tête, alors elle peut être en seconde position dans un sondage ce soir, mais globalement elle fait la course en tête, et j'entends même des sondeurs dire... On pense la sous-estimer. Donc, elle fait la course en tête. Donc, il paraît acquis, d'autant que son électorat, lui, est déjà très déterminé à plus de 80%. Donc, son socle électoral est très fort et ne va pas bouger. Il renvoie d'ailleurs aux élections précédentes. Il ne faut pas oublier que dans les élections intermédiaires, le Front National s'était affirmé comme le premier parti français. Donc, l'enjeu, si vous voulez, c'est la seconde place dans ce premier tour de l'élection présidentielle. C'est d'ailleurs un paradoxe, c'est de dire que le second sera sans doute le prochain président de la République. Ce qui pose d'ailleurs des questions très importantes pour la suite. Mais le second, aujourd'hui favori, c'est en effet Emmanuel Macron. Donc normalement, il va être la cible principale de tous ses rivaux, François Fillon, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, naturellement. Et j'imagine que Marine Le Pen ne l'épargnera pas non plus. Christian Delporte, c'est ces deux favoris, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui ont le plus à perdre ce soir? Je ne suis pas sûr que Marine Le Pen ait beaucoup à perdre, parce qu'on l'a dit, le socle est très solide. Bon. Et puis par ailleurs, elle est très rompue à ce type d'exercice. Pour Emmanuel Macron, effectivement, l'enjeu est beaucoup plus fort, parce que c'est lui qui a l'un des électorats les moins solides aujourd'hui, que lui n'a pas l'habitude des débats, et donc on l'attend au tournant, parce qu'au fond, ce que nous disent les sondages, c'est que ce sera lui, aujourd'hui, ce sera lui le prochain président de la République. Donc, c'est vrai qu'il va être attaqué. Mais quand on est au centre du débat, c'est également un avantage politique. Donc, les arguments des uns et des autres, sur sa gauche et sur sa droite, peuvent également s'annihiler d'une certaine manière. Christelle Bertrand, François Fillon, est-ce qu'il va pouvoir vraiment parler du fond et éviter les questions sur les affaires ce soir? C'est tout l'enjeu pour lui ce soir, c'est ramener le débat à son programme qu'il défend bec et ongle depuis le début, alors que juppéistes et sarkozystes lui demandaient de l'amender un petit peu. Donc ramener le débat sur ce programme et surtout éviter les questions sur les affaires. J'ai du mal à croire que les autres candidats n'utilisent pas quand même l'actualité des dernières semaines pour l'attaquer, même si Marine Le Pen, qui aurait le plus grand intérêt finalement, qui est celle qui aurait le plus grand intérêt à l'attaquer là-dessus, va être un petit peu gênée parce qu'elle-même est visée par des affaires d'un autre ordre, mais des affaires quand même. Et Emmanuel Macron n'a pas tellement intérêt non plus à l'attaquer. Donc voilà, il peut peut-être finalement... Jean-Luc Mélenchon, à mon avis, peut être un... Reste les journalistes. Et puis reste les journalistes qui posent des questions, bien évidemment. Absolument. Stéphane Zumstig, un des autres enjeux, c'est la guerre des gauches. Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon,
qui, pour le leadership de la gauche, c'est très serré en ce moment, selon les sondages. Oui, c'est très serré. Selon nos enquêtes, en général, Benoît Hamon devance plus exactement Jean-Luc Mélenchon de 1 point, 2 points, selon nos enquêtes ou les enquêtes de nos confrères. C'est vrai qu'il y a une vraie rivalité à gauche. Il y a aussi quelque chose qui est très particulier, c'est qu'on aurait pu croire quelque part intuitivement que Jean-Luc Mélenchon allait être le principal opposant, le principal adversaire de Benoît Hamon et vice-versa. Et quand on voit comment se déroule la campagne électorale, ce n'est pas ce qui se passe. Regardez le meeting de Benoît Hamon hier, qui a été visiblement une réussite. En tout cas, c'est comme ça que l'ont traité les médias. Il a très peu tapé sur Jean-Luc Mélenchon. Sa cible principale, c'est Emmanuel Macron, c'est récupérer une partie de cet électorat de centre-gauche qui ne suit pas le candidat pourtant naturel, le candidat issu de la primaire du Parti socialiste. Donc tout l'enjeu pour lui est évidemment de creuser l'écart, mais il a en tout cas fait un choix qui est discutable, enfin qui peut être discuté, de s'attaquer en priorité à Emmanuel Macron sans véritablement attaquer Jean-Luc Mélenchon. On verra si ce soir il change cette stratégie. Denis Jambard, Benoît Hamon, qui finalement, il y a une paix des braves avec Jean-Luc Mélenchon, c'est une erreur stratégique selon vous ? Nécessaire, il faut dire, après la primaire, il a ramené Jadot, il a tenté une alliance, enfin bon... Peut-être qu'il savait très bien que ça allait échouer, mais en tout cas, il a fait les gestes nécessaires qui ont d'ailleurs contribué à irriter, disons, les réformistes du Parti socialiste et à mettre, par exemple, Manuel Valls en position étrange, c'est-à-dire une sorte de silence tout en disant qu'il ne le soutient pas, mais qu'il ne soutient pas Macron. Donc aujourd'hui, son enjeu, en effet, je suis d'accord avec Stéphane Demset quand même, c'est d'aller retrouver cet électorat socialiste, réformiste, qui a migré chez Macron. Et sa difficulté, d'ailleurs, c'est peut-être de devoir affronter une nouvelle migration qui serait liée au ralliement officiel de Le Drian, qui incarne aussi à l'intérieur du Parti socialiste ce réformiste. Donc il a un gros enjeu, je pense qu'il a quand même un atout. C'est quelqu'un, je trouve, on l'a vu dans la primaire, qui a surpris par son travail sur les dossiers. Et moi, je n'exclus pas qu'il soit un peu la surprise de cette soirée. Il a eu le mérite d'ouvrir des débats. On peut être en désaccord avec les propositions qu'il fait, mais par exemple, moi, je trouvais passionnant qu'il ouvre un débat sur le travail dans les années à venir. Je suis personnellement tout à fait hostile aux conclusions qu'il en tire. Mais par exemple, je pense que Manuel Valls aurait dû rentrer dans ce débat-là. Au lieu de dire ça coûte trop cher, il aurait dû rentrer sur le débat, la valeur du travail. Donc je ne serais pas étonné qu'on ait un petit effet de surprise autour de Benoît Hamon. Il a été hier très incantatoire, dans un discours lyrique, destiné à des militants chauffés à blanc. Ce soir, on peut peut-être avoir un Benoît Hamon différent, qui parlera de ses projets, de ses idées, en ouvrant des débats sur des questions importantes pour l'avenir du pays. Christian Delporte, on va rebondir là-dessus. Il avait réussi à capter finalement le débat autour de ses propositions, Benoît Hamon. C'est ça l'enjeu de ce soir ? Pour lui, sans doute. Effectivement, il s'agit de récupérer les électeurs qui se destinaient à lui, qui vont vers Macron pour le vote utile. Ça, c'est assez évident. Le problème, c'est qu'il va falloir également tenir un autre discours, qui est un discours de gauche par rapport à Mélenchon. Donc, il va être un petit peu entre les deux feux. Christelle Bertrand, les thématiques, 3 grandes thématiques, ça laisse la place finalement à tout le monde ou ça favorise un candidat en particulier, où finalement ils ont tellement négocié que tout le monde est satisfait de cette configuration? Je pense que tout le monde est satisfait parce que tout le monde a travaillé un programme présidentiel et que les 3 thématiques, les candidats y ont réfléchi, ont des propositions à faire. Je pense que surtout qu'on a choisi les 5 principaux candidats. Mais en termes de crédibilité, c'est vrai que par exemple pour la première fois, Marine Le Pen va pouvoir parler de ces grandes thématiques avec les autres candidats qui jusqu'à présent avaient toujours refusé de débattre avec elle. Et je pense que si elle a, effectivement, je suis d'accord, peu à gagner en termes d'électorat, parce qu'il me semble avoir atteint un plafond et que son électorat étant très stable, elle n'en perdra pas beaucoup si jamais elle s'avérait moins bonne que ce qu'elle espère elle-même. Mais en revanche, elle va acquérir une certaine crédibilité, c'est-à-dire cette dédiabolisation qu'elle espère de ses vœux marque un pas supplémentaire parce qu'elle est cette fois-ci affrontée aux candidats classiques, on va dire, de la sphère politique et elle va débattre avec eux de ces grands sujets et ça me semble quelque chose d'important dans son parcours personnel. Un enjeu quand même, c'est de retrouver
son socle qui est « je suis la candidate anti-système ». Elle l'a toujours été. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis la campagne électorale, le début de la campagne, ils sont tous anti-système. Fillon, c'était l'anti-système, Macron, c'est l'anti-système, Benoît Hamon, c'est l'anti... peut-être un peu moins, mais enfin quand même, et Mélenchon aussi. Donc elle, sa position, d'une certaine manière, c'est aussi de récupérer toutes les flèches contre elle pour solidifier, je dirais, son électorat et apparaître vraiment comme le candidat anti-système. Et c'est vrai que ces propositions font qu'elle est réellement hors système, en tout cas par rapport à Fillon, Macron, disons, sur le clivage Europe ou pas Europe. Christian Delporte, se dissocier, Marine Le Pen, les autres vont peut-être avoir des positions différentes, mais autour de débats, elle peut vraiment cliver et se démarquer là-dessus. La question, c'est de savoir est-ce qu'il va y avoir des échanges ou pas. Parce que le débat est quand même très corseté. Je veux dire, des réponses de 2 minutes, ça ne vous laisse pas quand même beaucoup de temps pour échanger avec le voisin. Ils auront le droit de s'interrompre au bout d'une minute. Oui. Au bout d'une minute 30, ils auront le droit de s'interrompre. C'est là qu'il faudrait être pertinent pour intervenir ? Oui, sans doute. Je pense que dans une première partie du débat, chacun va regarder l'autre, se positionner. Et peut-être qu'au bout d'1 heure et demie de débat, là, l'échange sera plus rude. Mais qui a intérêt à attaquer Marine Le Pen ? Peut-être François Fillon. Bon. Macron qui en a fait sa cible aussi. Oui, bien sûr. Pour convaincre les électeurs qu'il est le meilleur candidat. Voilà. Mais entendons-nous, nous sommes dans une campagne de premier tour. Donc d'abord, il faut garantir le socle du premier tour. Christelle Bertrand, les candidats les plus distancés, les 2 candidats de gauche, eux, ils doivent tout tenter ce soir. Oui, en effet, ils ont, ils n'ont pas grand-chose à perdre. Si, ils ont quand même beaucoup à perdre s'ils dérapaient. C'est qu'ils espèrent chacun, en fait, attirer l'électorat de l'autre. On parle de Jean-Luc Mélenchon donc, et de Benoît Hamon. Et donc, il faut qu'ils soient à la fois extrêmement pugnaces pour attirer l'électorat de l'autre. Il faut qu'ils solidifient quand même leur électorat. Et surtout, les 2 doivent apparaître comme crédibles. Donc, quand on dit « ils n'ont rien à perdre », il faut quand même qu'ils soient extrêmement sérieux. Ils ne peuvent pas verser dans des attaques qui leur permettraient effectivement d'exister, mais qui entameraient un petit peu leur capacité à faire président, comme on dit, leur carrière présidentielle. Que ce soit Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon, de ce point de vue-là, ils ont beaucoup à prouver. Donc ils ne peuvent pas tout se permettre, ils ne peuvent pas se permettre les attaques qui pourraient les faire exister au milieu de ce débat de façon un peu simpliste et facile. Stéphane Zumsteg, c'est un peu vous, les sondeurs, qui avez fait le casting de ce soir. On a appris que les 5 premiers des sondages, parce que c'est clair, les autres, c'est des petits candidats ? C'est leur talent qui a fait la différence, en tout cas dans les intentions de vote. Oui, après, c'est une décision de TF1 et du CSA que l'on peut contester, certainement, ou pas, d'ailleurs. Validé par le Conseil d'État, quand même. Oui, absolument. Mais ceci dit, ces principaux candidats, comme on peut les appeler, ces 5 principaux, de toute façon, correspondent ou représentent des courants politiques installés de longue date. Donc, dire que ce sont les sondeurs qui disent qu'un candidat du Parti Socialiste, des Républicains ou du Front National est à un haut niveau n'est que la confirmation d'une réalité politique, de toute façon. Oui, ce sont 5 principaux candidats qui sont très au-dessus des 6 autres candidats qu'on peut appeler petits ou pas à tort. Mais... Oui, mais à 30 jours du premier tour, à plus de 30 jours du premier tour, on a vu lors des primaires que ça a beaucoup bougé à la fin. Est-ce que finalement, vous dites ça ne bougera pas c'est une photographie à l'instant T ? On ne prend pas ce risque. Bien sûr que les choses vont encore évoluer. Il y a plus d'un mois encore avant le premier tour. Évidemment, les choses vont encore évoluer. Malgré tout, il faut quand même rappeler ce qui s'est passé dans la primaire. Dans la primaire, on travaillait sur une sorte de corps électoral qui correspondait grosso modo à un maximum de 10% de la population. C'est très compliqué de savoir qui va se déplacer ou pas à une primaire de la droite et du centre. Là, on est sur le corps électoral français dans son ensemble. Ça correspond à peu près à 46 millions, je crois, d'électeurs, enfin de personnes inscrites sur les listes électorales. Traditionnellement, il y a aux alentours de 80% de ces Français qui participent à l'élection présidentielle. Tout porte à croire qu'ils seront moins nombreux cette année, parce que l'offre politique leur convient moins bien que d'habitude, mais c'est plus simple, si vous voulez, en tout cas moins compliqué, parce qu'on fait un métier compliqué. C'est moins compliqué pour des sondeurs de travailler sur une population qui correspond à 80% d'un corps électoral que sur quelque chose qui est totalement nouveau, en l'occurrence les primaires, la primaire de la droite et du centre. C'était la première fois que le peuple de droite allait voter. On était sur 10% des gens. C'est aussi pour ça que les mouvements qu'on a mesurés, malgré tout, pas en niveau mais en évolution, ont été extrêmement brutaux, extrêmement rapides. Je pense notamment à la remontée à la dernière ligne droite de François Fillon.
Christian Delporte, comment on existe quand on est des petits candidats, pas invités ce soir sur le plateau de ce débat? Nicolas Dupont-Aignan qui claque la porte du JT de TF1, ça c'est le buzz assuré? En tout cas, c'est vrai que pour les petits candidats, c'est compliqué. Et ne pas les inviter, c'est tout de même assez contraire à l'esprit de la Ve République. Vous savez, en 1965, toute la campagne se passait à la télévision et tous les candidats avaient exactement le même temps de parole. De Gaulle qui ne l'a pas utilisé, Mitterrand, Le Canuet et même Marcel Barbu, ils avaient 2 heures de télévision et 2 heures de radio. Voilà. Alors, en fait, on est là dans une forme d'américanisation du débat, parce qu'aux États-Unis, on invite les candidats qui sont à 15%. Là, si on avait mis la barre à 15%, on l'a mis à 10%, il n'y aurait ni Mélenchon ni Hamon ce soir. Et je pense que la colère aurait été beaucoup plus forte. Denis Jeanbart, sur ces petits candidats écartés? Écoutez, il faut quand même essayer d'imaginer ce que serait un débat avec 11 candidats. C'est quasiment, à mon avis, télévisuellement. On va le voir. On le verra sur France Télévisions, en effet, sur le deuxième débat. Mais ça me paraît difficile à gérer et ça peut encore apporter de la confusion. Donc on verra quel est le meilleur débat au terme du premier tour, en tout cas après avoir vu celui de TF1 et celui de France 2. Mais moi, personnellement, il me semble que ce n'est pas une mauvaise décision que de se concentrer quand même. Alors c'est vrai qu'on peut en discuter du point de vue démocratique, mais après on peut essayer de faire en sorte que dans les temps de parole, chacun des petits candidats, entre guillemets, très respectables pour la plupart, et un temps de parole qui leur permette d'être très présents. C'est pas seulement un problème de temps de parole, c'est également un problème d'audience. Ils n'auront jamais l'équivalent de 10 millions de téléspectateurs. Mais enfin, peut-être vaut-il mieux passer 10 minutes sur le journal de TF1 interrogé seul que d'avoir 1 minute 30 toutes les 20 minutes dans un grand débat télévisé. Je ne sais pas, je spécule. Stéphane Zumsteg, ces petits candidats dont certains n'étaient pas forcément attendus, qui ont été validés ce week-end par le Conseil constitutionnel, ça y est, vous allez commencer donc à les rentrer dans vos sondages. On pense à Jean Lassalle, à François Asselineau, qu'on va revoir dans quelques instants après ce débat. Vous commencez à les mesurer dans vos enquêtes? Alors on les testait tous, à l'exception jusqu'à présent effectivement de Jean Lassalle et d'Asselineau, c'est vrai, qui ont été des surprises, qui n'étaient pas attendues. Par exemple, Jacques Cheminade, compte tenu de ce qu'il avait pu faire lors des précédents scrutins, était testé. On considérait qu'il allait y arriver. Il est encore trop tôt, si vous voulez, pour vous donner des chiffres significatifs. On commence tout juste à les tester. Pour l'instant, ils sont évidemment crédités, dans nos premières enquêtes, de très peu de suffrages, très peu de voix. C'est sous le 1%, parfois sous le 0,5%, pour l'instant en tout cas. Mais ces faibles marges, si on a une présidentielle serrée, ça risque de jouer quand même. 11 candidats, c'est pas rien. On s'attendait à 7, 8, on arrive à 11. Non, mais pour ces candidats-là qui ont un positionnement politique qui n'est pas forcément très clair pour tous les Français, ce serait compliqué de dire que telle ou telle candidature surprise va renier le potentiel électoral de tel ou tel candidat. Je prends l'exemple de Jean Lassalle. Jean Lassalle a longtemps été le compagnon de route de François Bayrou. C'est pas pour autant, en tant que personnalité un petit peu centriste, on va dire, c'est pas pour autant qu'il va prendre des voix plus à Emmanuel Macron qu'à d'autres. Ce sont des candidats atypiques qui ont des positionnements, des niches extrêmement particulières. Ils vont prendre des voix un petit peu partout, mais normalement, je ne parle pas de Nicolas Dupont-Aignan ou des 2 candidats d'extrême gauche, évidemment, je parle de ces candidats au positionnement plus flou, en tout cas. Ces gens-là ne prendront pas à un candidat ou à une candidate en particulier. C'est très différent de ce point de vue de 2002, parce que il y avait Chevènement et Mme Taubira qui étaient clairement identifiés comme des candidats de gauche, etc. et qui ont quand même pris à l'arrivée 7 points et demi à Lionel Jospin et qui ont fait qu'il est passé en 3e position derrière Jean-Marie Le Pen. C'est pas du tout le même type de candidat qu'en 2002, en effet. Christelle Bertrand, alors finalement, qui a le plus à perdre et qui a le plus à gagner ce soir? Ceux qui ont le plus à perdre, c'est les 2 candidats favoris. Encore que Marine Le Pen est en électorat, effectivement, comme on l'a déjà dit, extrêmement solide. Emmanuel Macron a plus à perdre, me semble-t-il, qu'à gagner. D'ailleurs, son entourage, que j'ai vu la semaine dernière, était assez inquiet. Pas défaitiste du tout, mais se demander quelle pouvait être la prestation d'Emmanuel Macron lors d'un tel débat, d'un exercice qu'il ne connaît pas. Il a peu affronté, il a été peu présent
dans d'autres débats et ils ne savent pas très bien comment il va réagir. Donc voilà, il a beaucoup travaillé, mais c'est un peu l'inconnu et un peu d'inquiétude dans son entourage parce qu'ils connaissent les autres candidats. Ils les savront plus à ce genre d'exercice, que ce soit Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon et François Fillon qui ont, on l'a déjà dit, émergé des 2 débats de la primaire. Donc ça peut être un des points faibles. En tous les cas, c'est une inconnue dans ce parcours d'Emmanuel Macron qui inquiétait effectivement son entourage. Ceux qui ont beaucoup à gagner, c'est effectivement, vous l'avez dit, les 2 candidats qui sont les plus distancés dans les sondages, donc Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Et Benoît Hamon, sans doute peut-être plus, parce qu'il peut effectivement profiter d'un Emmanuel Macron qui serait un peu moins bon qu'attendu. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Et je vous précise que les chaînes parlementaires bousculent leur antenne ce soir pour vous amener un éclairage sur cette grande première avec une édition spéciale de 23h30 à minuit 30, animée par Sonia Mabrouk aux côtés de Ludovic Faux. Et nous retournons rue de Solferino, au siège du Parti Socialiste, où Bernard Cazeneuve est l'invité du Bureau national exceptionnel qui se tient en ce moment même. Que faut-il en attendre, Oriane ? Oui, Jérôme, Bernard Cazeneuve, invité de ce bureau national extraordinaire. Le Premier ministre qui est arrivé ici à Solferino à 18h15 pour ce bureau extraordinaire qui se tient à huis clos. Bernard Cazeneuve, qui ne s'est pas exprimé à son arrivée à Solferino, mais qui nous l'a promis, parlera à la sortie. Alors un bureau national qui intervient au lendemain du meeting de Benoît Hamon à Bercy. Et l'objectif de ce bureau national, c'est de capitaliser sur la réussite de ce meeting, puisqu'hier, Benoît Hamon a réussi sa démonstration de force en remplissant cette salle de Paris-Bercy. Mais ce bureau national, il intervient aussi, et ça c'était moins prévu, au lendemain de la tribune de Manuel Valls dans le journal du dimanche. Une tribune au vitriol, où l'ancien Premier ministre a attaqué Benoît Hamon, a attaqué son programme qui, selon lui, vise à faire monter le Front National. Et du coup, l'enjeu de ce bureau national, c'est aussi de montrer que le Parti Socialiste est uni et soutient son candidat Benoît Hamon. Et ce message, ce sont les anciens premiers ministres de Manuel Valls, actuels membres du gouvernement Cazeneuve, qui l'ont fait passer en arrivant ici, rue de Solferino. On a entendu Alain Vidalis nous dire « Je suis venu montrer que je soutiens Benoît Hamon, mais cela ne devrait pas être une information ». Ou encore Juliette Méadel, qui elle nous disait qu'elle est venue ici pour discuter avec sa famille politique, car quand on a quelque chose à dire, il vaut mieux le dire au sein du Parti Socialiste. Un message donc à peine voilé à l'adresse de Manuel Valls. Et la présence, ici, vous le disiez, Jérôme, de Bernard Cazeneuve, figure de poids du Parti Socialiste, le Premier ministre qui avait demandé à Benoît Hamon d'endosser le bilan du quinquennat. Cette présence, elle vise à montrer que le Parti Socialiste est bien uni derrière son candidat Benoît Hamon. Merci Oriane. Et j'accueille sur le plateau notre chroniqueuse Tam Tranui. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Vous avez passé à la loupe les parrainages des candidats à la présidentielle, rendus officiels ce week-end, et vous avez particulièrement examiné ceux des parlementaires. Et on commence avec François Fillon. Et ça ne vous étonnera pas, Jérôme, un franc succès de François Fillon au niveau du groupe LR. Au Sénat, 80% du groupe a parrainé François Fillon. Au niveau de l'Assemblée nationale, environ 180 députés ont apporté leur parrainage. Ils sont très majoritairement LR, eux aussi. À noter, certains de ceux qui l'avaient lâché au plus fort de la tempête ont fini par le parrainer in extremis. On peut citer par exemple Jean-François Copé, Frédéric Lefebvre, Gérald Darmanin. Tous ont apporté leur parrainage le 18 mars. Georges Fenech également le 14 mars. Et finalement, malgré le climat des affaires, les défections se comptent sur les doigts de deux mains. À l'Assemblée nationale, très peu ont franchi le Rubicon. Seulement 4 députés, les Républicains, ont par exemple parrainé Alain Juppé, parmi lesquels Marc Laffineur, Franck Riester. Au Sénat également, 4 LR ont parrainé Alain Juppé, parmi lesquels Fabienne Keller. Et notez enfin que seul le sénateur Alain Houpert a lui parrainé François Baroin.
Et on passe à Emmanuel Macron, qui fait, lui, le plein à gauche. Et oui, il a beau se dire ni de gauche ni de droite, ce qui est clair, c'est qu'au niveau des parlementaires, eh bien, il a beaucoup plus de succès à gauche. Il faut dire aussi, par exemple, qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a plus de député MoDem. Le dernier, c'était Jean Lassalle, et il est candidat à l'élection présidentielle. Alors, le candidat d'En Marche, je le disais, fait le plein à gauche au niveau du PS et également du Parti radical de gauche. Alors, à l'Assemblée nationale, 28 PS et 5 du PRG. Au Sénat, 18 PS et 11 du groupe RDSE, ce groupe à majorité de radicaux de gauche. Mais à la Chambre haute, notez qu'il y a également 6 UDI qui ont parrainé Emmanuel Macron, des fidèles de François Bayrou, par exemple comme Jacqueline Gouraud. On note aussi Michel Mercier, l'ancien garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy, qui a également parrainé le candidat d'En Marche. En revanche, il y en a un qui peine, Benoît Hamon, divisé dans son propre camp. Et oui, la fronde a laissé des traces, malgré ce qu'on peut dire aujourd'hui. À l'Assemblée nationale, un peu moins de la moitié des députés socialistes n'ont tout simplement pas parrainé Benoît Hamon. Idem du côté du Sénat où 43 socialistes n'ont pas parrainé Benoît Hamon, n'ont parrainé d'ailleurs personne. Parmi eux, il y a notamment le président du groupe, Didier Guillaume, qui était le directeur de campagne de Manuel Valls. En revanche, on note que certains proches de Manuel Valls, comme Stéphanie Riocreux ou encore Luc Carvounas à la Chambre haute, ont eux apporté leur parrainage. Un mot sur Marine Le Pen ? Et oui, sans surprise, seuls des parlementaires Front National parrainent Marine Le Pen, c'est-à-dire Gilbert Collard, Marion Maréchal Le Pen à l'Assemblée nationale. Au Sénat, c'est David Racheline et Stéphane Ravier. Et finalement, Marine Le Pen obtient beaucoup plus de parrainage du côté des parlementaires européens. Il faut dire qu'ils ont fait leur entrée en force, le Front National, en 2014. Il y a tout de même une surprise, c'est que Jean-Marie Le Pen, malgré les brouilles, a bien parrainé sa fille. Et on termine avec Jean-Luc Mélenchon. Et oui, quasi carton plein au Sénat, où 18 sénateurs communistes sur 21 parrainent le candidat de la France insoumise. En revanche, à l'Assemblée nationale, c'est plus compliqué, preuve qu'il y a des relations un peu plus tendues avec certains communistes. Jean-Luc Mélenchon n'est adoubé que par 7 députés, alors même que le groupe compte 16 membres. Merci Tam. Notre invité, dans un instant, n'a lui reçu aucun parrainage de parlementaire et il est pourtant officiellement candidat à la présidentielle. François Asselineau, peu connu du grand public, est l'invité de Présidentielle 360. Mais avant de l'accueillir sur ce plateau, son portrait réalisé par Mounir Soussi. Il se présente comme celui que l'on n'attendait pas. Fort de ses 500 parrainages, François Asselineau rejoint la course présidentielle. Il avait déjà tenté sa chance en 2012 sans se qualifier. Cette année, il participe principalement pour promouvoir la sortie de la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, mais refuse d'être assimilé à ses concurrents sur la même ligne souverainiste. Je ne prétends pas être un candidat anti-système, je n'ai pas d'ailleurs dit ça au cours de cette campagne. Je suis quelqu'un qui n'était pas fait pour faire ce qu'il fait maintenant. Je n'ai jamais envisagé, quand j'étais petit, je ne rêvais pas de ça. Et moi, quand j'ai un moment de temps libre, je ne vais pas fréquenter les endroits à la mode. Je ne suis pas un homme de réseau. Le candidat diplômé d'HEC et de l'ENA connaît les arcanes de la politique. Après une carrière dans des cabinets ministériels auprès de Gérard Longuet ou Françoise de Panafieux, il se rapproche de Philippe de Villiers et Charles Pasqua au sein du RPF. Son parti, l'Union populaire républicaine, est fondé en 2007. Il s'appuie aujourd'hui sur une communauté très active en ligne et rassemble plus de 30 000 abonnés sur YouTube, largement devant les autres partis. Sur cet espace, il développe ses thèses souverainistes prônant l'indépendance vis-à-vis des États-Unis, dans des vidéos, des conférences qui attirent vers lui de nombreux sympathisants. Moi, ce qui m'a plu, c'est sa cohérence, parce que ce qui est super avec Internet, c'est que c'est rétroactif. Donc moi, j'ai découvert il y a 4 ans, mais ça fait 10 ans, j'ai pu vérifier. Au début, moi, je voulais chercher le petit loup, en fait, je cherchais la petite bête, mais il y a forcément quelque chose. Et non, j'ai vu qu'il était cohérent, qu'il disait pas un jour blanc, un jour jaune, un jour noir. C'est vraiment le président, garant des institutions, garant de la souveraineté nationale. L'UPR revendique 16 000 adhérents dans une posture ni de droite ni de gauche qui a déjà séduit plus de 500 élus et le candidat ne souhaite pas s'arrêter là. Je ne suis pas un fanfaron, je ne suis pas vaniteux, je ne suis pas quelqu'un qui fait des effets d'annonce. Mais ce que je peux vous dire, c'est que compte tenu de l'enthousiasme des gens qui ont adhéré à l'Union populaire républicaine, de l'enthousiasme des messages que je reçois, de l'enthousiasme qu'ils constatent sur Internet, eh bien je peux vous assurer que je vais faire un score qui va beaucoup surprendre l'ensemble de la scène politique française. Avec le début de la campagne officielle, François Asselineau va avoir un plus grand accès aux médias qu'il compte utiliser pour se défaire de l'étiquette de petit candidat. Saveria Rojek interroge donc François Asselineau, c'est le face-à-face de Présidentielle 360.
Bonjour François Asselineau. Bonjour. Vous êtes donc candidat à l'élection présidentielle, président de l'UPR, l'Union populaire républicaine. Alors votre mesure phare, votre grand projet, c'est la souveraineté de la France, que la France sorte de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et tout ça sans référendum. Est-ce que c'est bien réaliste comme programme ? Écoutez, nous sommes un public Sénat, donc a priori le public est intéressé par les questions politiques et par les questions constitutionnelles. Je vais rappeler ici ce que je rappelle dans tous les médias où je suis interrogé, c'est que nous sommes devant l'élection présidentielle, on n'est pas devant les élections législatives. L'élection présidentielle vise, c'est une lapalissade, à élire le chef de l'État. Or, le président de la République, en vertu de l'article 5 de notre Constitution, de notre loi suprême, il est précisé que doit veiller au respect de la Constitution et que le président de la République, je cite l'article 5, est le garant de l'indépendance nationale. Ça veut dire quand même que je suis frappé de constater que la campagne telle qu'elle a commencé, on voit des candidats qui présentent des mesures en matière économique, sociale, de santé, d'éducation, de culture. Très bien. Moi aussi, j'en présenterai. Mais quel est leur programme en tant que président de la République ? L'article 14 fait du président de la République le chef de la diplomatie. L'article 15 de la Constitution fait de lui le chef des armées. Donc moi, je présente d'abord un programme présidentiel qui est celui qui consiste à garantir l'indépendance nationale. Il ne peut pas y avoir d'indépendance nationale. Vous savez que De Gaulle considérait que c'était le synonyme de la démocratie. Si nous sommes et si nous restons dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN. Donc vous rendez donc sa souveraineté à la France. Et pour répondre à votre question, je ne vais pas faire de référendum. Je vais quand même pas faire un référendum pour demander aux Français, êtes-vous d'accord pour que je mette en œuvre le programme pour lequel vous venez de m'élire. Très bien. Alors, vous décrivez comme un candidat anti-système et souverainiste, mais vous n'êtes pas le seul. Qu'est-ce qui vous différencie de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon sur ce point ? Pourquoi c'est la seule solution pour sortir de la prison des peuples, de sortir de l'Europe ? D'abord, je n'ai jamais dit moi-même que j'étais anti-système. C'est un peu la presse qui m'a décrit ainsi. Non, mais vous qualifiez l'Europe comme la prison des peuples. Ça, c'est exact. Ça, c'est exact. Eh bien, la question, elle est dans la réponse est dans la question que vous venez de me faire. Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon critiquent beaucoup la construction européenne. Ils ont raison de le faire. D'ailleurs, souvent, notamment M. Philippot, que l'on voit plus souvent d'ailleurs que Mme Le Pen, parce que semble-t-il, Mme Le Pen a des difficultés à parler devant les médias, eh bien, M. Philippot ou M. Mélenchon reprennent un certain nombre de mes arguments. Sauf que ils ne proposent jamais d'en sortir. Ils proposent de renégocier les traités. Et moi, j'explique que l'on ne peut pas renégocier sérieusement les traités, puisque les traités européens ont été actés par 28 gouvernements et 28 peuples, et que pour les modifier, il faudrait l'accord de 28 gouvernements, enfin de 27 autres gouvernements et 27 autres peuples, pour modifier de fond en comble les traités, c'est-à-dire cette sédimentation de compromis depuis 60 ans entre des intérêts nationaux divergents. Donc ça n'arrivera pas. Vous savez, Lionel Jospin avait promis en 1997 de renégocier les critères de Maastricht, il n'a rien renégocié du tout. François Hollande avait promis en 2012 de renégocier le TSCG, il n'a rien renégocié du tout. C'est ce qui me distingue, c'est pas la seule chose, parce que par ailleurs, Madame Le Pen, le fonds de commerce de Madame Le Pen, c'est quand même les questions d'anti-immigration, ce qui ne concerne pas notre mouvement politique, et le fonds de commerce de Monsieur Mélenchon, c'est l'extrême gauche, et c'est des propos de type anti-capitaliste. Sur l'immigration, restons un instant sur cette sortie de l'Europe. Selon une étude de la Fondation Terra Nova, la sortie de l'euro, uniquement la sortie de l'euro, coûterait entre 1 500 et 1 800 euros par ménage chaque année, ne serait-ce que pour payer les produits importés en France, le textile, le carburant. Encore une fois, est-ce que tout ça est bien réaliste de dire on va faire ça et ça ne va rien coûter aux salariés français, aux retraités français ? Alors d'abord, la Fondation Terra Nova, excusez-moi, mais c'est vraiment la dernière source à citer. C'est une émanation du Parti socialiste. Ils ne vont pas dire le contraire. Donc il faut être sérieux. Moi, je pourrais citer au contraire la fondation, l'étude qui a été faite par Jacques Sapir. La sortie de l'euro ne coûterait rien aux Français. Mais je n'ai pas dit que ça ne coûterait rien. Ce que je sais en tout cas, c'est que rester dans l'euro, ça va nous coûter des sommes phénoménales. D'ailleurs, la première chose qu'il faut constater, c'est qu'il y a actuellement 800 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté tous les jours. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, et ça fait des années que ça dure. C'est que chaque jour qui passe, ou à peu près, nous avons des usines qui ferment. On a des centaines d'usines qui ont fermé au cours des 10 dernières années. Les Français le savent. Ce que je sais aussi, mais on pourrait avoir un large débat sur l'euro, mais c'est un sujet très technique et très approfondi. D'ailleurs, la plupart des candidats ne savent pas de quoi ils parlent. Par exemple, l'euro n'est pas une monnaie unique, contrairement à ce que l'on croit. En fait, tous les États ont gardé leur monnaie nationale, qui s'appelle chacun euro, mais qui sont des créances respectives sur les banques centrales respectives de chaque État. Ce que je peux vous dire, c'est que l'euro, en ce moment,
pose de nouveau des problèmes énormes, notamment avec l'Italie et la Grèce, et qu'il est tout à fait probable que l'euro explose. Et si la France est prise dans l'ensevelissement de l'échafaudage, ça nous coûtera des centaines de milliards d'euros. Ces paroles contre paroles, je suis à votre disposition pour organiser un débat approfondi avec les représentants de la Fondation Terra Nova. François Asselineau, vous souhaitez également sortir la France de l'OTAN. Vous pensez réellement que la France, elle se défendra mieux par elle-même aujourd'hui dans le monde actuel sans l'aide de ses alliés ? Oui, parce que l'OTAN, en fait, nous impose d'abord une géopolitique. Et je précise qu'en plus, c'est l'OTAN et pas uniquement le commandement intégré. Absolument, parce que d'ailleurs, Charles de Gaulle avait dit à Alain Peyrefitte un jour que lorsque le communisme s'effondrerait et lorsque le pacte de Varsovie disparaîtrait, eh bien l'OTAN n'aurait plus de raison d'être. Moi, je suis pour la dissolution de tous les blocs militaires. Il n'y a plus de raison à être assujetti à l'OTAN, d'autant plus que l'OTAN nous assujettit à la politique de Washington, à la géopolitique. On le voit vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de la Syrie, vis-à-vis de la Libye, vis-à-vis du Moyen-Orient. Moi, je veux revenir à une France souveraine et indépendante, comme d'ailleurs nous en fait obligation le fameux article 5 dont je parlais tout à l'heure. Et je me permets de signaler que je préserverai le principe fondamental de la sanctuarisation du territoire national par la force de dissuasion, mais que par ailleurs, nous nouerons des partenariats avec l'ensemble des pays du monde et pas seulement avec les États-Unis d'Amérique ou nos partenaires européens. Alors, vous parlez de partenariat, vous êtes contre l'intervention militaire en Syrie et en Irak. Vous pensez qu'il faut laisser Daesh prospérer, que Daesh va en fait disparaître de soi-même sans qu'on intervienne militairement ? D'abord, au sein d'une coalition. S'agissant de l'Irak, je dois avouer que j'ai été précédé par Jacques Chirac et par Dominique de Villepin. Dominique de Villepin qui avait fait un célèbre discours à l'Organisation des Nations Unies. Je l'avais d'ailleurs félicité à cette occasion. Bon, l'intervention de 2003 n'a rien à voir avec l'intervention actuelle de la coalition contre Daesh. Oui, mais ça, vous me parliez de l'Irak. S'agissant maintenant de la Syrie... Non, je parle de la coalition, l'intervention actuelle. S'agissant de la Syrie, il y a derrière ces affaires syriennes beaucoup d'arrière-pensées, c'est le moins qu'on l'on puisse dire, qui sentent le pétrole et les hydrocarbures. La France n'avait pas à se mêler d'une déstabilisation venue de l'extérieur de régimes qui sont ce qu'ils sont, mais qui sont des régimes laïques dans le monde arabe. Donc on laisse Daesh prospérer sans rien faire. Mais qui finance Daesh et qui fournit les armements de Daesh ? Vous voulez aller vous renseigner à la DGSE ? Écoutez, les journalistes le savent. D'ailleurs, qui est-ce qui a dit quels sont les armements qui sont fournis à Daesh ? Ce sont des armements américains et britanniques, notamment qui transitent par des bases en Turquie. Qui finance Daesh, sinon l'Arabie Saoudite et le Qatar ? Qui sont les alliés de l'Arabie Saoudite et du Qatar ? Et d'ailleurs, avez-vous remarqué que depuis que la Russie est intervenue, et depuis d'ailleurs que Donald Trump a succédé à Obama, on ne parle plus de Daesh, en fait. On ne parle plus de Daesh. Oh, pratiquement plus. Très bien. Alors, au chapitre économie de votre programme, parlons de votre programme, vous voulez renationaliser plusieurs grands secteurs de l'économie, EDF, GDF, l'eau, les autoroutes, les médias. Comment vous financez tout ça ? Alors, d'abord, je ne fais 25% du PIB. Non. C'est renationalisation. Non. Ne me faites pas passer pour quelqu'un. Vous savez, mais je vous laisse. Vous êtes là pour vous exprimer. Donc. D'accord. D'abord, je ne propose pas la renationalisation des médias, je propose la renationalisation de TF1, dont la valeur boursière est de l'ordre de 1,6 milliard d'euros. La renationalisation peut d'ailleurs être une nationalisation partielle. Bon, deuxièmement, le reste, les grands services... Je veux en fait que les Français récupèrent les grands services publics à la française. D'ailleurs, la plupart des entreprises que vous avez listées sont encore pour largement en main publique. Donc n'exagérez pas les coûts. EDF est encore très largement dans la main de l'État, etc. Ce que je veux surtout, c'est d'abord empêcher la privatisation rampante des services publics qui nous est imposée par l'Union européenne, en particulier par l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc pour le reste, eh bien oui, effectivement, il y aura un coût de renationalisation. Mais vous savez, moi je fais aussi énormément d'économies par ailleurs. Moi, je propose un plan d'économie considérable, notamment, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en sortant de l'Union européenne, ça va nous faire des économies considérables. D'abord, la France, chaque année, verse 23 milliards d'euros à l'Union européenne et en reçoit 14, politique agricole commune, fonds du FEDER. De telle sorte qu'une fois que nous serons sortis, nous aurons récupéré 9 milliards d'euros. Vous voyez qu'avec un mois et demi d'Europe en moins, on finance déjà l'acquisition de TF1. Et puis, nous aurons, avec les 14 milliards restants, on continuera à donner les fonds aux agriculteurs, aux FEDER, aux chercheurs, aux collectivités locales, mais cette fois-ci, ça sera sur des fonds avec le drapeau bleu-blanc-rouge.
J'ajoute que nous aurons également la diminution des cofinancements, 4 milliards d'euros. Sortant de l'Union européenne, nous sortirons de l'article 63 qui organise la libre circulation des mouvements de capitaux, ce qui va nous permettre d'aller vraiment lutter efficacement contre la fraude fiscale. La fraude fiscale est estimée en ce moment à 60 milliards d'euros. On pourra récupérer à peu près 20 milliards d'euros. Et puis il y a encore autre chose. Sortant de l'Union européenne, nous allons faire des économies considérables en matière de réglementation qui pèsent sur les TPE, les artisans, les PME. Ça a été un argument très fort utilisé au Royaume-Uni pour le Brexit qui avait été chiffré à plusieurs dizaines de milliards d'euros d'économies. Nous, avec l'ensemble des économies que nous réalisons, on pense faire à peu près 70 à 80 milliards d'euros d'économies. Toujours sur l'aspect économique, dans une interview récente, François Fillon dit vouloir revenir à la situation d'avant les délires socialistes, avec la fin des 35 heures et la retraite à 65 ans. Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut mettre fin aux 35 heures? Moi, sur ces questions de 35 heures, je ne suis pas dogmatique. Je pense qu'il y a des situations où il faut que les gens puissent travailler 35 heures. Il y en a d'autres, notamment des métiers nouveaux, je ne sais pas moi, sur les Internet ou sur ce genre de choses, où les gens ne comptent pas leur heure. C'est d'ailleurs, vous savez très bien que les cadres dans les entreprises ne comptent pas non plus leur heure. Donc personnellement, je serais en faveur d'une grande souplesse dans cette matière. Je ne suis pas en faveur d'une réglementation très précise. Alors, on l'a dit, hein, vous êtes peu connu du grand public, même si vous êtes fréquemment invité ces derniers temps des médias. Voilà. Pourtant, vous êtes inspecteur général des finances, vous avez fait HEC, l'ENA, vous avez travaillé dans plusieurs cabinets ministériels plutôt de droite. C'est un parcours somme toute classique dans le monde politique. Vous êtes, j'allais dire, effectivement donc un produit du système. Vous avez travaillé avec Charles Pasqua, Françoise de Panafieux, ou encore Gérard Longuet. Gérard Longuet, il dit de vous que vous êtes cultivé, précis, érudit, drôle, mais il dit aussi qu'actuellement, vous réglez des comptes, il ne comprend pas le sens de votre démarche. C'est normal, Monsieur Longuet, pour qui j'éprouve de l'amitié, Monsieur Longuet est actuellement le porte-parole de François Fillon. Il ne va pas dire du bien d'un autre candidat, ça me paraît tout à fait normal. Le sens de ma démarche, encore une fois, j'insiste, je sais que on veut faire comme si ça n'existait pas. Il y a un article de la Constitution qui dit que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. Et permettez-moi de dire que les Français qui m'écoutent, actuellement, ils adhèrent au rythme de 200 à 300 adhérents par jour à notre mouvement politique. Les Français ne sont pas bêtes, ils écoutent beaucoup tout ce qui circule sur notre site upr.fr, qui est devenu le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Ils sont très intéressés par mes analyses qui apportent un grand bol par rapport à la campagne actuelle. Justement, François Asselineau, quand on regarde votre site, vous êtes effectivement très actif sur Internet, sur les réseaux sociaux. On trouve dans certaines de vos interventions, une en particulier, vous accusez Robert Schuman, qui est un des pères de l'Union européenne avec Jean Monnet, d'être un agent des Américains, un agent de la CIA. Vous accusez également le Dalai Lama d'être des agents de la CIA. Les Américains seraient par ailleurs responsables du redécoupage des régions françaises, de Boko Haram, de Daesh. Est-ce que vous pensez réellement tout ça? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'au contraire, toutes ces thèses... Alors, je sais ce que vous allez oui, nous mais sortir, je vais vous montrer... Non, parce que vous n'avez pas peur que toutes ces thèses complotistes, elles décrédibilisent au contraire votre propos? Ça n'est pas... Je suis un peu énervé par ces questions, parce que tout figure sur notre site Internet. Vous êtes journaliste, c'est votre devoir d'aller regarder ce que je dis. Vous me parlez de Dalai Lama, du Dalai Lama et de la CIA. C'est un journaliste de Libération qui m'a attaqué là-dessus. Manque de chance, c'est un article de Libération de 1998, vous le lisez comme moi. Bon, donc moi je prends, et puis il y a l'Humanité, et puis il y a le journal Le Point. Donc en fait, ce que l'on me reproche sur cette question, c'est d'utiliser les journaux. Deuxièmement, USA et terrorisme, ça n'est pas moi qui le dis, c'était simplement par exemple BFM TV, le FBI qui organise des attentats avec des musulmans américains. C'est dans le journal Le Monde du 21 juillet 2014. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je cite les journalistes. D'ailleurs il y a quelque chose qui me paraît grave. C'est qu'il y a quelques années en France, le débat sur ces questions était autorisé. Je rappelle d'ailleurs que par exemple, regardez cette revue Historia, la CIA qui finance la construction européenne. Il est toujours, nous en parlons. Oui, mais ça, si vous voulez, c'était en 2003. Libération, c'était en 1998. Maintenant, ces journaux disent le contraire. On a verrouillé en France le débat sur cette question. Eh bien, moi, je m'adresse ici aux gens qui m'écoutent. Les gens qui m'écoutent, ils vont chercher un chef de l'État. Ils ne cherchent pas un bisounours. Et quand je parle de l'influence américaine des services de renseignement américains, je ne nie pas, je sais parfaitement
qu'il y a d'autres puissances, le MI6 britannique, le BND allemand, comment dirais-je, le FSB russe, qui sont aussi... Eh bien ça, c'est important qu'un futur chef de l'État sache que lorsqu'il sera aux commandes, il aura aussi affaire à ça. Rappelez-vous, c'est pas moi qui l'ai inventé. En 2015, François Hollande a été écouté par la NSA. Ça avait fait un mini-scandale, mais ça a été vite étouffé. François Asselineau, très rapidement, si d'aventure vous n'êtes pas au second tour, pour qui allez-vous voter? Pour qui surtout appelez-vous vos électeurs à voter au second tour? Écoutez, d'abord nous allons voir le Imaginons résultat. que ce soit Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Oui, mais ça s'appelle, vous savez, c'est ce que les Américains, vous allez dire, j'en parle encore des Américains, ils appellent ça self-fulfilling prophecy, les prophéties autoréalisatrices. Moi, je ne suis absolument pas convaincu que le deuxième tour opposera Madame Le Pen à Monsieur Macron. Je pense, personnellement, que les sondages de l'une et de l'autre sont en fait très largement gonflés. Et je n'exclus pas du tout d'être au deuxième tour. Maintenant, si je n'étais pas au deuxième tour, eh bien, très probablement, je laisserais la liberté de vote aux Français parce qu'ils sont assez grands par eux-mêmes pour décider qui ils veulent. Très bien. Merci beaucoup. Merci. François Asselineau d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci Saveria et merci François Asselineau. Il est 19h et c'est l'heure du rappel des titres de Présidentielle 360. Bureau national exceptionnel rue de Solferino au siège du PS où Bernard Cazeneuve est venu battre le rappel des troupes en faveur de Benoît Hamon. Nous irons sur place retrouver Oriane Mancini. Premier débat de ce soir entre 5 candidats à l'élection présidentielle sur TF1. Benoît Hamon, François Fillon, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen auront près de 3 heures pour s'affronter et présenter leur projet. La banlieue est-elle un enjeu de la campagne présidentielle? 6 millions d'habitants et pourtant, en dehors des questions de sécurité, on en parle peu du côté des candidats. Ce sera l'objet de notre second débat ce soir. Et vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag présidentiel360. Bernard Cazeneuve vient de s'exprimer à la sortie du bureau national du PS. Je vous propose d'écouter l'intervention du Premier ministre. Le rassemblement implique des gestes de chacun et de la sagesse. Et ce rassemblement, il est nécessaire compte tenu de l'abaissement du débat politique et des risques qui se présentent à notre pays, et notamment du risque que représente le Front National. Et pour battre le Front National, il faudra de toute façon rassembler à un moment donné tous les républicains. Et puis la troisième chose que je suis venu dire et répéter, c'est que si nous voulons que notre candidat puisse, dans cette campagne, incarner l'espérance qu'il veut incarner et réussir, il faut aussi qu'il soit en situation de rassembler son camp et de porter le bilan de ce quinquennat qui, dans de nombreux domaines, est bon. Et je constate de ce point de vue-là que le meeting d'hier a été une très belle opération parce qu'on a vu du monde, on a vu un candidat sincère et on a vu un candidat dont le discours commençait à incarner cette ambition de rassemblement. Mais il faut continuer, il faut approfondir, il faut accélérer, il faut que tous ceux qui sont authentiquement à gauche et qui souhaitent faire front face au Front National, faire front républicain face au Front National, soient capables aujourd'hui dans cette sagesse et dans ce rassemblement. Voilà ce que je suis venu dire à mes amis en leur disant ma disponibilité. Moi, je souhaite jusqu'à la dernière minute faire le travail qui m'a été confié par François Hollande et le faire avec le seul souci de l'intérêt général. Je souhaite être disponible pour ma famille politique à laquelle je suis attaché. Je souhaite tenir un discours de sincérité, de vérité à ma famille politique. Et nous rejoignons maintenant Oriane Mancini. Alors Oriane, Bernard Cazeneuve, son mot-clé, c'est le rassemblement derrière Benoît Hamon. Eh bien oui, vous venez d'entendre Jérôme de la bouche du Premier ministre qui a quitté Solferino il y a quelques minutes. Le mot-clé, c'est le rassemblement, l'unité. Et vous l'avez entendu, cette phrase de Bernard Cazeneuve qu'on retiendra, le rassemblement implique des gestes de chacun et de la sagesse. Une phrase qui, on peut le supposer, vise implicitement le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Manuel Valls et sa tribune au vitriol hier dans le JDD où il attaquait le candidat socialiste Benoît Hamon. Il attaquait le programme de Benoît Hamon, l'accusant de faire monter le Front National. Bernard Cazeneuve, lui, est donc venu délivrer ici un message de rassemblement, un impératif de rassemblement qu'il justifie, lui, notamment par la nécessité de lutter contre le Front National. Bernard Cazeneuve qui a aussi dénoncé l'abaissement du débat politique et le
Premier ministre l'a dit, la gravité du moment demande que tout le monde soit rassemblé, que chacun soit à sa tâche. Bernard Cazeneuve qui a aussi salué le meeting de Benoît Hamon hier à Bercy, qui a salué le rassemblement et la démonstration de force du candidat. Et l'a-t-il dit, pourtant on ne peut pas l'accuser de complaisance envers Benoît Hamon. Quand il a fallu dire les choses, franchement, il les a dites, a-t-il dit. On rappelle que c'est Bernard Cazeneuve qui avait demandé à Benoît Hamon d'endosser et d'assumer le bilan du quinquennat. Bernard Cazeneuve qui est donc parti de Solferino, mais le Bureau national se poursuit. Les ministres qui étaient présents avec Bernard Cazeneuve, Najat Vallaud-Belkacem, Alain Vidalies ou encore Juliette Madel ne sont pas sortis. On vient tout juste par contre d'apercevoir à l'instant Didier Guillaume, le président du groupe socialiste au Sénat, un valsiste, sortir rue de Solferino. Didier Guillaume qui est sorti d'ici sans dire un mot aux journalistes, sorti de ce bureau national extraordinaire qui visait pour les socialistes à montrer l'unité de leur famille politique et à capitaliser sur la réussite du meeting de Benoît Hamon, sur cette séquence positive pour le candidat, une séquence dont ils espèrent ici à Solferino qu'elle va se poursuivre ce soir lors du débat entre les 5 candidats. Merci Oriane. 3 heures de débat à 5 pour une première historique. Les 5 candidats à la présidentielle les mieux placés dans les sondages s'affrontent donc ce soir sur TF1. Des prétendants qui ont chacun des objectifs différents, s'affirmer, détailler leurs propositions ou conforter leur position. Les enjeux pour les 5 participants vous sont présentés par Audrey Vuettaz. Ce soir, tout peut changer. La campagne présidentielle déjà hors norme peut basculer. 3 des candidats ont tout à gagner. Benoît Hamon, crédité de 12% dans les sondages, va devoir convaincre les électeurs de ne pas voter uniquement par défaut. Le risque, c'est qu'un certain nombre de gens se disent, y compris de gauche, il faut voter utile, il faut faire rempart, il faut voter par défaut. Et à ce moment-là, ils regarderont les sondages, ils verront celui qui est le plus à même de le faire. Donc voilà. Emmanuel Macron à ce stade. Benoît Hamon a 2 forces. Il est galvanisé par son meeting d'hier et très à l'aise lors des débats télévisés. Des atouts qu'il utilisera pour élargir son électorat et se détacher, de fait, de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France insoumise compte jouer sur ses talents d'orateur pour séduire ceux qui hésitent encore entre lui et Benoît Hamon. Il utilisera son temps de parole pour développer et expliquer les mesures de son programme. Le programme et rien que le programme, c'est aussi le credo de François Fillon qui tentera de ne pas céder sur le terrain des affaires. Il y a toute une sorte de confusion, de polémique autour de cette campagne. Donc le plus grand adversaire de François Fillon, c'est ça. C'est les polémiques, c'est la difficulté à faire entendre un message. Pour être audible et inverser la tendance, François Fillon a choisi d'attaquer ce soir le programme économique des autres candidats. Ceux qui ont le plus à perdre, les 2 favoris. Marine Le Pen doit soigner sa stature, montrer qu'elle peut être présidente. Elle maîtrise ses dossiers sur le bout des doigts pour afficher une candidature raisonnable et une parole mesurée. Dans son viseur, comme dans celui de tous les autres candidats, Emmanuel Macron. Ce soir, il réalise un baptême du feu périlleux. Novice dans l'exercice du débat, il va devoir en plus esquiver les coups. Donc je crois qu'il n'attaquera pas les autres candidats, il sera attaqué, il ripostera, mais il aura à cœur de parler aux Français qui l'écouteront ce soir. Objectif, renforcer les convictions de son électorat particulièrement volatile. Ce soir, il n'a pas le droit à l'erreur. Les banlieues sont-elles un enjeu de la campagne présidentielle? Pas assez, en tout cas aux yeux d'un collectif d'associations qui interpelle les candidats et propose 10 mesures pour ces territoires. Sujet de Julie Hulin et Sandra Cerquera. Aucun candidat n'a répondu à leurs sollicitations. Un silence que ce collectif interprète comme du mépris et de l'indifférence. Mohamed, Fatima, Niki et Jamel représentent l'association Passe en nous. Créée en 2014, implantée dans plus de 20 départements et devenue porte-voix des quartiers. Ils dénoncent l'absence totale des banlieues dans le débat présidentiel. Aujourd'hui, on est assigné, comme l'a dit Mohamed, à la question des violences policières, qui est une vraie question. On était à la manifestation hier. À la question de la radicalisation, nous on dit oui, effectivement ce sont des réalités des quartiers, mais au lieu de s'attaquer aux effets, il faut s'attaquer aux causes. Ces dernières semaines, c'est encore une fois la violence qui a mis les quartiers sur le devant de la scène politique. L'affaire Théo à Aulnay-sous-Bois a mené sur le terrain François Hollande, Bruno Le Roux, Manuel Valls.
Si à chaque élection présidentielle, les candidats organisent au moins un déplacement en banlieue, ils y reçoivent très souvent un accueil mitigé. Passons-nous dénonce l'échec des politiques de la ville menées par les gouvernements successifs, mais souhaite aussi faire des propositions avec un préalable. Dans les quartiers populaires, il y a des citoyens français, puis il y en a d'autres qui ne sont pas considérés comme citoyens parce qu'ils ne votent pas, parce qu'ils sont étrangers, parce qu'ils sont réfugiés, parce qu'ils sont migrants. Donc le préalable qu'on a, nous, d'abord, et qu'on envoie en message à tous les candidats à l'élection présidentielle, c'est de considérer tous les habitants des quartiers populaires, justement. Et de faire en sorte à ce que ces personnes qui sont étrangers puissent avoir le droit de vote aux élections locales. Le droit de vote pour les étrangers et une dizaine de propositions. Réussite scolaire, réduction du chômage, droit au logement, lutte contre toutes les discriminations, avec en toile de fond une revendication, l'urgence de l'égalité partout et pour tous. Et pour débattre de ce sujet, j'accueille sur le plateau mes invités. Sylvia Zappi, bonsoir, vous êtes journaliste au Monde, qui traite en particulier des banlieues françaises. Mohamed Meshmash, coprésident de la coordination nationale Passons-nous, à l'origine de ces propositions qu'on a vues dans le sujet. Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro, bonsoir. Bonsoir. Et Renaud Epstein, maître de conférence à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et spécialiste de la politique de la ville. Bonsoir. Alors, Mohamed Meshmash, vous avez publié ce matin ces 10 propositions à l'attention des candidats à la présidentielle et à ceux candidats aux législatives également. La banlieue, pour l'instant, est absente des débats de la présidentielle. Tout à fait. Et notre démarche, c'était tout simplement, on voulait sortir un peu du bois. Parce que la question des quartiers, en ce moment, elle est tout simplement aujourd'hui traitée sur 2 thématiques. Il y a la question des violences policières, il y a une question sur la laïcité et la radicalisation. Donc nous, on estime tout simplement que les quartiers, c'est pas que ça. Il y a autre chose. Il y a les réussites. Il y a effectivement les inégalités qui existent de plus en plus dans ces quartiers. Il y a pouvoir avoir droit, plus ni moins comme les autres, au même droit commun. Voilà. Et avoir une égalité effectivement pour tous et en attendant dans ces quartiers. Et même une sécurité qui doit être aussi digne pour ses habitants. Et non pas une sécurité qui aujourd'hui, malheureusement, n'a pas le même traitement que d'autres. Voilà. Donc il était important effectivement qu'on sorte du bois, tout simplement pour dire que ça fait 40 ans qu'on traite ces quartiers comme une exception. Ça commence à faire un peu beaucoup. Et qu'on demande tout simplement à ce qu'on soit traité comme les autres, pas plus, pas moins. Qu'on arrête à chaque fois dans ces politiques qu'il y a au niveau de la politique de la ville, à ce que le fossé ne fait que de se creuser. On a quand même eu, sur ce quinquennat, 5 ministres de la politique de la ville. Je veux dire, ça en dit long, quoi. Tant que pour nous, le ministre de la politique de la ville ne soit pas le numéro 2 du gouvernement, on ne réglera rien sur la question de ces inégalités. Donc il faut une vraie volonté politique, il faut du courage, et les 10 propositions qu'on fait, alors qu'il y en a eu beaucoup plus que ça, elles sont honnêtement faisables, elles ne coûtent pas un centime, il faut juste qu'on ait le courage effectivement d'aller jusqu'au bout de ces 10 propositions. Renaud Epstein, c'est la politique de la ville, vous l'étudiez, c'est des milliards qui ont été investis en rénovation urbaine, on entendait parler de plan Marshall pour les banlieues. Est-ce que cet argent, il a réellement servi pour les banlieues à améliorer finalement les situations qui sont dénoncées par Mohamed Meshmash? Première chose, il faut faire très attention quand on dit qu'il y a des milliards qui sont dépensés, parce que c'est une petite musique qui est quand même assez récurrente. En l'état actuel, l'État consacre moins d'argent aux habitants des banlieues qu'aux habitants des autres territoires. Si on agrège toutes les politiques publiques, je sais pas, si vous prenez un enfant, un collégien à Stein, il va coûter bien moins cher à la collectivité nationale qu'un collégien à Guéret ou dans Paris. Ensuite, on affiche d'énormes moyens pour la rénovation urbaine, on va dire 42 milliards. Mais qui paye ces 42 milliards? C'est pas l'État, ce sont les locataires. Ce sont les salariés qui résident dans ces HLM. Donc, il faut arrêter cette petite musique qui dit on met beaucoup pour la politique de la ville, on en met trop, et en plus, vous voyez comment ils se comportent. Ce n'est pas une réalité. Et quand j'entends finalement une des seules candidates qui parle vraiment de politique de la ville, c'est Marine Le Pen, qui nous dit moi, je vais faire financer toutes mes mesures en faisant des économies sur la politique de la ville, sur l'immigration. Je dois dire, malheureusement, il n'y a pas d'économie à faire de ce côté-là. Alexandre Devecchio, vous avez un positionnement tout autre. Pas tant que ça, en fait, en tout cas pas sur la politique de la ville. Je pense que les choses se complètent. Je pense que la politique de la ville était nécessaire.
Je pense qu'il y a quand même de l'argent qui a été mis dans ces politiques-là. On a vu des tours tomber, des quartiers rénovés. Et je pense que quand l'habitat est meilleur, les gens se sentent mieux et qu'il fallait le faire. Donc je ne suis pas contre la politique de la ville, mais je crois que ça ne suffit pas et qu'on ne change pas les habitants finalement qui habitent dans les quartiers en changeant les murs. Donc les questions sont bien plus profondes que ça et je crois que les politiques n'ont pas forcément de solution. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. La situation est quand même extrêmement, je crois, tendue. J'aimerais bien, par exemple, qu'on parle de ce qui s'est passé au lycée Suger. Moi, j'y ai grandi au lycée Suger, puisque j'étais étudiant là-bas. À l'époque, on se faisait agresser à l'extérieur du lycée. Là, il y a eu quasiment une émeute à l'intérieur du lycée. Donc, on voit bien que la situation est très difficilement maîtrisable, finalement, pour l'État. Et on ne parle pas de ces questions parce que soit on a peur de faire monter le Front National, soit on a peur que ça s'embrase et que ça parte en émeute. Et on a tendance à déléguer les politiques publiques à des entrepreneurs identitaires, voire religieux, et à faire du communautarisme qui est, à mon avis, extrêmement dangereux et qui participe d'une partition du territoire à terme. Et c'est François Hollande qui le disait dans son livre « Un président ne devrait pas dire ça ». Sylvia Zappi, vous suivez les banlieues françaises. Justement, qu'il y ait des journalistes qui soient spécialisés sur les banlieues françaises, c'est aussi un regard différent. Il y a des journalistes spécialisés dans le secteur rural. Non, il faut quand même comprendre que les banlieues, c'est une grande partie de la société française. Et c'est une évidence qu'il faut une politique spécifique vis-à-vis de ces populations-là. Il faut quand même se rappeler que le bilan de la gauche des 5 du quinquennat est quand même un approfondissement de la pauvreté, un décrochage des quartiers par rapport aux autres quartiers, alors que la crise a pesé sur l'ensemble du territoire, elle a pesé plus fortement sur ces quartiers-là. Donc oui, il faut des politiques spécifiques. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas été assez mises en œuvre. À part la rénovation urbaine, il y a eu relativement peu d'investissements en termes associatifs, en termes de politique de discrimination positive. On parlait de l'école, monsieur parlait du lycée Suger. Mais le lycée Suger, ça fait au moins 5 ans qu'ils demandent des personnels supplémentaires parce qu'ils ont une situation particulière, parce qu'ils demandent à avoir des postes pour pouvoir encadrer mieux les jeunes qui sont dans ce lycée, qui ont besoin d'un encadrement plus important. Et ça, c'est vrai dans tous les quartiers. Il y a besoin de moyens supplémentaires et d'une politique de discrimination positive. Mais je voudrais revenir un tout petit peu en arrière quand vous disiez on ne parle pas des banlieues dans cette campagne. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y en a beaucoup qui en parlent, notamment la droite. Quand elle commence à dire que ce sont des quartiers de non-droit, qu'il faut abaisser... en matière de sécurité, que en matière de sécurité, qu'il faut abaisser la majorité pénale en dessous de 16 ans, etc., etc. Elle en parle, mais elle en parle toujours en négatif, toujours en stigmatisation. Et si on regarde un petit peu les programmes de la gauche, des candidats de gauche, il y a une réflexion qui revient avec des promesses qu'on ressort et j'espère que les espoirs cette fois-ci ne seront pas déçus. Il y a une réflexion sur qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ces quartiers-là. Mais la première chose, et ce qui avait été dit tout à l'heure par un des responsables de la coordination Passons Nous, c'est qu'on ne parlerait bien autrement de ces quartiers-là s'il y avait eu le droit de vote des étrangers. Parce qu'il pèserait nettement plus en termes de poids électoral, de droit d'interpellation des élus, etc. Et je crois qu'on n'en serait pas tout à fait là. Alexandre Devecchio, ça vous fait réagir? Non, quand je parlais d'entrepreneurs identitaires, alors il y a les vrais communautaristes et puis il y a les élites intellectuelles qui jouent ce jeu-là. La citoyenneté en France, elle est liée à la nationalité. C'est comme ça s'appelle l'intégration et c'est ce qui fait que tout le monde peut être français à partir du moment où il adhère à un certain nombre de valeurs. Donc déjà, je pense que les élus locaux jouent déjà énormément avec le feu parce qu'en réalité, la plupart des gens qui habitent dans les quartiers sont nés en France et ont la nationalité française. Donc qu'on vienne pas me dire que le droit de vote des étrangers, c'est ce qui compte. Donc ils ont la nationalité française et ils pèsent déjà énormément. Je connais bien les quartiers parce que j'y ai grandi. Je dis on ne connaît pas les mêmes quartiers. Les mêmes quartiers. Je ne sais pas dans quel quartier vous allez. Je suis à Saint-Denis. Mais voilà, j'ai fait toute ma scolarité à Saint-Denis. Je peux vous assurer qu'il y a un et donc je sais très bien que les élus locaux...
pactisent malheureusement déjà avec les communautés. Donc ça, c'est vouloir parler, donner le droit de vote aux étrangers, c'est toujours considérer finalement les gens pas comme des citoyens, comme des sous-citoyens qu'il faut toujours ramener à leurs origines. Il y a la naturalisation, elle est ouverte à tous. Ceux qui veulent devenir français peuvent devenir français et s'impliquer dans la citoyenneté. Les autres qui ne le souhaitent pas, ils ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors, moi, si je peux me permettre, moi je suis français. Et c'est pas pour autant qu'on nous associe un peu plus à ce qui se passe localement dans la vie locale de la cité. Donc le discours que vous avez là, il est encore une fois pour diviser. Non, pas du tout. C'est pas moi qui je vais aller jusqu'au bout. Je vous ai pas interrompu. Je vais aller jusqu'au bout parce qu'encore une fois, moi j'adore ce côté-là où j'ai grandi, j'ai une légitimité ou ainsi de suite. Vous pouvez avoir grandi dans un quartier, vivre à côté de ses habitants et pas vivre leur quotidien. Et ça, c'est peut-être un peu votre cas là. Donc, à un moment ou à un autre, il faut être clair et net. Ces personnes-là qui aujourd'hui n'ont pas la nationalité et qui, quand ils la font, ne l'ont pas. Et qu'il y en a beaucoup des dossiers en préfecture qui ont demandé la nationalité française. L'abstention est majeure. L'abstention est majeure encore une fois parce qu'encore une fois, on parle des conséquences, on parle pas des causes. Tant qu'on fera en sorte que les habitants ne sont pas associés à ces politiques publiques, tant qu'on fait en sorte que ces habitants on ne porte pas attention à leur expertise d'usage, qui sont capables. Parce que l'argent que vous dites qui a été mis énormément dans ces quartiers, c'est comment il a été fléché. Comment aujourd'hui on fait en sorte souvent que ceux qui aujourd'hui ne vivent pas dans ces quartiers choisissent à la place de ces habitants. Et donc on est devenu un fonds de commerce. Et le déni des responsables politiques qui depuis 40 ans ont mené des politiques et qui après viennent nous tenir le discours du communautarisme, alors que le communautarisme aujourd'hui il est au Sénat et à l'Assemblée nationale, parce qu'aujourd'hui la France d'aujourd'hui elle n'est pas celle qui est aujourd'hui représentative dans le Sénat et à l'Assemblée nationale. Donc à un moment ou à un autre, cette question-là et ces questions-là des quartiers populaires, c'est 9 millions d'habitants qui vivent dans ces quartiers. Donc la spécificité qu'il y a dans ces quartiers, c'est pas qu'un problème, c'est une partie de la solution. Et malheureusement, on ne veut pas en entendre parler. Donc nous, on décide en tout cas de choisir et de faire en sorte d'agir pour surtout plus subir des politiques qui, jusqu'à présent, nous ont conduits dans un mur. Et moi, j'ai aussi envie de dire que quand on dénonce ces 30 ans ou ces 40 ans de politique de la ville, c'est aussi la droite qui a contribué à ça aujourd'hui. Donc moi, votre discours... La droite, c'est celle qui a fait le plus pour la politique de la ville avec le plan Borloo. Je suis désolé. Renaud Epstein, on va revenir... On n'a pas vu, on ne vit pas les mêmes situations, je pense. Renaud Epstein, on va revenir sur cette politique de la ville. Pendant 5 ans, est-ce que le quinquennat de François Hollande, ça a empiré, comme Mme Zappier a dit, la situation des banlieues, où finalement il y a quand même eu des mesures à destination de l'emploi des jeunes de banlieue en particulier, des emplois qui étaient fléchés pour cette population? Alors, vous demandez, il y a deux choses. Est-ce que la situation sociale, économique dans les quartiers populaires s'est améliorée ou empirée? C'est une question. La réponse est assez clairement, sous l'effet de la crise, la situation a très nettement empiré. Ensuite, il y a une deuxième question qui est: qu'a fait la politique de la ville? Et on ne peut pas déduire de la situation sociale d'un banlieue les effets de la politique de la ville, parce que la politique de la ville, c'est moins d'1% du budget de l'État. Et si on veut considérer ce qui change dans les quartiers ou ce qui ne change pas, il faut considérer les politiques de l'emploi, les politiques économiques, les politiques scolaires. Excusez-moi, je voudrais juste finir un raisonnement. Et à partir de là, regardez un peu ce qui s'est fait. Ce qui s'est fait en matière de politique de la ville dans les quartiers, il y a eu une tentative de réforme on va dire, pour parler couramment, du logiciel, la politique de la ville, des modes de conception de cette politique avec la loi Lamy en 2014. Il y a eu quelques avancées potentielles qui se sont pas concrétisées. Il y a notamment eu, à la suite des attentats de 2015, une forme de crispation, de retour en arrière qui fait que ce qui potentiellement pouvait changer n'a pas changé. Il y a toujours eu cette politique qui a été menée sans grand changement. Maintenant, la question qui se pose et qui est fondamentale est celle de toutes les autres politiques. Et de ce point de vue-là, moi, si je reviens à la campagne, ce que je trouve, si on veut vraiment se poser la question des banlieues, c'est faut moins regarder quelles sont les mesures précises, ciblées vers les banlieues dans les différents programmes. Il faut se poser la question de savoir comment les orientations générales des programmes vont peser sur la situation des banlieues. Et de ce point de vue-là, la question centrale, ça va être quelle est l'ampleur des coupes budgétaires? Parce que, suivant que vous mettez le curseur, que vous allez vous allez supprimer 100, 150 000 ou 500 000 emplois de fonctionnaires, les effets sont radicaux sur ces quartiers. Parce que couper des emplois dans la police, dans le travail social, dans l'animation, dans l'éducation nationale, ce sont dans ces quartiers où les populations sont les plus dépendantes, ont le plus besoin du soutien des services publics, que les effets vont être les plus marqués. Sylvia Zappi, ces habitants des quartiers, ceux qui peuvent voter, est-ce que ça les intéresse encore, les discours des politiques pendant la campagne présidentielle? Est-ce qu'ils vont aller voter pour décider finalement aussi de leur futur?
Ils sont comme tous les Français. Ils sont dans un état d'exaspération vis-à-vis des politiques, vis-à-vis des institutions nationales énorme. Mais vous entendrez le même tous pourris ou ça ne m'intéresse pas, que ça soit à Bondy, à Neuchâtel, dans la petite commune rurale. Il y a ce même niveau. Ils sont des Français comme les autres. Il faut quand même se le rappeler tous les jours. Et ils ont... Par contre, comme tous les Français, une grande attente. Ils ont eu une déception énorme dans ces quartiers-là par rapport à la gauche, parce que ça avait été les banlieues qui ont eu le plus massivement voté pour François. Il y a une trahison de la gauche ? Et ils se sentent trahis, bien évidemment. Ils se sont sentis plus, d'ailleurs, abandonnés que trahis, d'une certaine manière. Trahis sur des promesses qui leur avaient été faites sur le récépissé, sur le droit de vote des étrangers, mais surtout abandonnés parce que tout d'un coup, on a pu faire l'effort d'avoir une politique spécifique, d'avoir une attention dans les politiques nationales, générales, vis-à-vis de ces quartiers-là, avec une discrimination positive, que ça soit dans l'école, que ça soit dans la santé, que ça soit dans la police, etc. Et comme partout, il y a eu un retrait des services publics, je suis complètement d'accord avec M. Echstein, et dans ces quartiers-là, on le sent encore plus fortement qu'ailleurs. Mais du coup... dire il faut qu'ils aillent voter parce que ça les regarde en premier, mais comme tous les autres Français, tous les autres citoyens. Je pense, moi, je continue à être convaincue que c'est important d'aller voter, pas laisser d'autres décider à notre place. Mais tant qu'on ne parlera pas directement aux habitants des banlieues de ce qui les regarde, tant qu'on leur dira pas la politique vous regarde aussi et il faut vous associer, mais évidemment que il y aura un délitement de cette sensation d'être acteur et donc du coup le délitement politique. Alexandre Devecchio, sur cette question de l'accès aux services, hein, c'est une des propositions phares du collectif. Forcément, les candidats qui préconisent, en tout cas pour certains, des coupes, ça va avoir un impact plus fort dans ces banlieues que dans des territoires qui sont plus aisés. Alors ça dépend où on fait les coupes. Moi je suis tout à fait favorable à l'État régalien. Je pense qu'il y en a besoin de plus d'État régalien dans ces quartiers, y compris la police, contrairement à ce qu'on dit. Et à Clichy-sous-Bois, il n'y avait pas de commissariat avant les émeutes. Vous m'arrêtez si je me trompe. Donc que l'État réinvestisse ces quartiers-là et fasse appliquer la loi républicaine partout, j'y suis tout à fait favorable. Après, qu'on coupe certains crédits à certaines associations communautaires qui attisent le feu identitaire, c'est autre chose. Donc il faut savoir où est-ce qu'on flèche effectivement les coûts, l'argent, où est-ce qu'on le met. Et après, j'aimerais bien aussi qu'on pense aussi au reste de la France, parce qu'effectivement la situation en banlieue est dramatique. On ne peut pas dire que l'État n'a rien fait. Et il y a aussi d'autres endroits en France où c'est difficile. Je pense à la France rurale, la France périphérique, où là encore il y a une désindustrialisation massive et les services publics qui s'en vont. Donc là, je ne cherche pas à mettre en concurrence les deux, mais je pense qu'il faut parler des deux et pas seulement faire du misérabilisme sur les banlieues. Vous disiez, en banlieue, il faut que les gens prennent leurs responsabilités et soient associés. Moi, je suis d'accord aussi avec ça. Je pense aussi qu'il faut mettre les parents devant leurs responsabilités. On sait que parfois, c'est difficile, qu'il y a énormément de femmes seules, mais ça aussi, c'est un des problèmes et un des tabous dont on ne parle pas. Et donc, là, c'est pareil. Quand les jeunes font le mur jusqu'à 4 heures du matin, bôlent des voitures, et à un moment donné, les parents sont responsables et il faut les mettre face à leurs responsabilités. Voilà. C'est toujours facile, encore une fois, d'aller pointer du doigt le coupable. Encore une fois, sans prendre en compte ce qui s'est passé réellement, ce qui fait en sorte. Voilà. Mais si, c'est ce que vous faites. Parce que depuis le départ, notre discours, encore une fois, c'est pas d'être dans l'assistanat. Nous, c'est notre émancipation. C'est ce que je vous ai dit. Nous, ce qu'on veut, encore une fois, c'est pas tout simplement nous monter les uns contre les autres, parce que la question rurale nous est importante aussi. Et on l'a souvent revendiqué, en expliquant que tant qu'on n'aura pas réglé le problème de fond dans ce qui se passe dans ces quartiers, malheureusement, ça se délocalise dans les quartiers ruraux, et on a une pensée pour les dom-toms et ainsi de suite, parce qu'il y a aussi des quartiers là-bas, et ils sont aussi en souffrance. Donc ces questions-là, il n'y a pas à tortiller, je veux dire. On est, encore une fois, clairement à se positionner en se disant, tant qu'on n'aura pas une vraie volonté politique de faire sortir de ces quartiers de l'exception, c'est sûr qu'il va falloir du temps pour qu'on puisse retourner dans le même droit commun que les autres. On demande simplement, encore une fois, qu'on puisse participer à ce fléchage d'argent qui a été versé dans ces quartiers, parce que sur l'emploi, les emplois francs, les zones franches n'en servent
Merci d'avoir participé à ce débat. C'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que les chaînes parlementaires bouleversent leur antenne ce soir pour vous amener un éclairage sur le premier grand débat de la présidentielle avec une édition spéciale de 23h30 à minuit 30 animée par Sonia Mabrouk aux côtés de Ludovic Faux. Merci et à demain.